RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'affaire de détournement présumé à la caisse de sécurité sociale. 2 autres agents arrêtés depuis lundi et placés en garde à vue. D'autres arrestations attendues. Levée du boycott de la transe gambienne par les transporteurs sénégalais. Les autorités gambiennes ont annulé plusieurs taxes policières et douanières. Décrispation à Sabodola Gold Operation. Signature hier d'un protocole d'accord entre la direction d'Endeavour Mining et les délégués du personnel. La tension entre la presse et le pouvoir. Mamadou Diop Decroix tente de calmer le jeu. Le leader de AJPADS appelle à des concertations mais s'insurge contre toute tentative de museler la presse à travers le fisc. À suivre, l'actualité internationale, Mohamed Ali Mouba, les sports, Malal Junior Diagne, la presse du jour et enfin d'édition, point de vue sur la journée sans presse d'hier, journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire de détournement présumé à la caisse de sécurité sociale suite et pas fin. 2 autres agents ont été arrêtés lundi en garde à vue. Ils ont fait l'objet d'un retour de parquet hier soir et ont donc passé la nuit au commissariat central après une première plainte contre X. La direction de la caisse de sécurité sociale a déposé une 2e plainte pour complicité. D'autres arrestations sont encore attendues. Anna Rocha. Après le délégataire comptable de l'agence de Dakar Plateau et le caissier de l'agence Wilter de Colobane envoyés en prison depuis juillet, ce sont les chefs de ces 2 agences de la Caisse de sécurité sociale qui ont été arrêtés en début de semaine. Depuis lundi, ils sont en garde à vue à la section de recherche de Colobane, accusés de complicité de détournement d'1,8 milliard de francs CFA. Et selon les informations recueillies auprès de personnes très proches du dossier, d'autres arrestations pourraient suivre car le trésorier et le chef comptable de cette institution de prévoyance sociale ont reçu dans le cadre de cette affaire des demandes d'explication. Au cœur du problème, un nouveau système d'information jugé défaillant par certains employés eux-mêmes avec un état financier inexistant depuis 2 ans. Et malgré toutes ces défaillances, il n'y a toujours pas d'audit. Le dernier rapport public de la Cour des comptes sur la Caisse de sécurité sociale remonte à 2013, il y a 11 ans. Pourtant, depuis plusieurs mois, les syndicalistes réclament un audit du nouveau système d'information commun Caisse Sécurité IPRES, un audit de l'organisation financière de la Caisse, de son patrimoine immobilier ainsi que de son personnel. La levée du boycott sur la transe gambienne, les transporteurs sénégalais ont repris la circulation. Les autorités gambiennes ont annulé plusieurs taxes policières et douanières. Plus de détails avec Bakary Conté. Les transporteurs sénégalais ont levé le boycott sur la transe gambienne ce matin après des accords signés entre les 2 pays. La traversée du pont de Farefenni qui était payée à 30 000 est fixée aujourd'hui entre 18 000 et 20 000 francs CFA. Certaines taxes policières et douanières qui coûtaient cher pour les transporteurs sénégalais ont été annulées. Le paiement de la balise qui était le motif de la grève a été aussi suspendu. Les autorités gambiennes ont aussi promis de mettre fin aux tracasseries policières monnaie courante sur la transe gambienne. Les conducteurs sénégalais demandent le respect des accords signés entre les 2 pays afin d'éviter ces conflits entre Sénégalais et Gambiens. Bakary Conté, Sédhiou, Radio Futur Média. Fin de la grève à Sabodola Gold Operation. Le collège des délégués et la direction ont signé hier un protocole d'accord. Les 2 parties se sont accordées sur l'essentiel des revendications. Le porte-parole du collège des délégués du personnel de Sabodola Gold Operation, El Hadj Malik Ning, au micro de Ibrahima Diabakhaté. Nous avons finalement signé un protocole d'accord pour mettre fin à ce conflit collectif qui nous opposait avec la direction. Donc cet accord a été encadré par la direction du travail et de la sécurité sociale, donc les services du ministère du Travail. Donc, et cet accord met fin au conflit collectif qui nous opposait avec la direction. Et d'autres termes sont mis en place donc pour la signature d'un nouvel accord d'établissement qui sera dirigé par l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kédougou. Donc, au plus tard le 30 septembre, le comité de dialogue social sera mis en place donc en vue de conduire ces négociations pour la signature de l'accord d'établissement.
pour tout simplement éviter tous ces problèmes qu'on a vécu depuis lors. Les travailleurs du FERA en phase avec leur directrice sur l'arrêt des conventions et contrats, mais à condition qu'on leur paye leurs 8 mois d'arriérés de salaire. Ils ont exprimé leur déception par rapport au nouveau régime qui n'a respecté aucune des promesses tenues à leur égard. Ces agents ne comptent pas baisser les bras, quitte à y laisser leur vie, disent-ils. Leur porte-parole, Martar Mbaye, au micro de Mamoudou Diagne. Monsieur le Président, c'est vous qui nous faisiez croire que l'injustice sera derrière nous une fois accéder au pouvoir. Mais cette promesse n'est pas encore tenue vu que nous vivons au quotidien cette injustice. Pareil pour l'immigration clandestine, vous êtes incapables de résoudre ce fléau. Rien n'a changé dans ce pays car nous sommes restés plusieurs mois sans percevoir nos salaires. Et nous avons des informations qui stipulent que vous allez arrêter nos contrats et toute convention qui nous lie avec le FERA. Nous ne refusons pas cela, mais nous voulons que vous nous payiez ce que vous nous devez, c'est-à-dire nos salaires. Et c'est notre droit le plus absolu. Récemment, vous avez distribué des billets d'argent à nos frères et sœurs. Et pourtant, nous sommes là sans rien percevoir depuis 7 mois. Donnez-nous ce que vous nous devez. Direction le sud du pays, là-bas, la question de l'insertion sociale des ex-combattants est une étape sensible dans la gestion du processus de paix. Les facilitateurs impliqués dans cette quête développent des mécanismes pour favoriser une socialisation huilée de ces anciens combattants. La tenue d'une rencontre de partage entre jeunes chefs de village et élus territoriaux à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire s'inscrit dans cette optique. Lamine Bach. La délicate phase qui consacre l'intégration sociale des ex-combattants retient l'attention des facilitateurs dans le processus de paix. L'objectif est de faire en sorte que cette étape cruciale s'effectue sans grande difficulté. Pour y arriver, le Centre pour le dialogue humanitaire a regroupé jeunes chefs de village et élus tous issus du Nord Signan et de la zone de Djakaï pour partager sur les thématiques de pardon et de réconciliation. Mme Khadi Diouf est la chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire au Sénégal. Quand on parle de dépôt des armes, il y a une réinsertion des ex-combattants. Donc il est important qu'on puisse initier un échange pour pouvoir apaiser, comme je l'ai dit, des tensions qui pourraient éventuellement émerger dans cette zone de Djakaï. Dans une commune comme Djignaki, le retour des ex-combattants dans le cadre familial est une réalité, d'où l'urgence de surveiller cette transition afin d'éviter des chocs qui pourraient remettre en cause les acquis. La recommandation est du maire de Djignaki, Alfousseni Diémé. Par précaution, quand même, il y a lieu quand même de surveiller un peu tous les bords parce qu'un processus de paix, il a des flux, mais il peut avoir des reflux. Il faille un peu discuter, capaciter, échanger. Dans ce processus, les initiateurs veulent surtout éviter de cantonner les jeunes à des rôles d'observateurs. Mamoudou Talibé Diallo, président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. On a ciblé les jeunes pour les engager à ce qu'ils puissent aussi participer à cette consolidation et cette intégration sociale ne pourra pas se faire sans les jeunes. Un listing des activités à dérouler pour réussir la transition dans la réinsertion sociale des ex-combattants est élaboré. HT promet de travailler à les mettre en pratique au bénéfice du processus de paix. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Vous suivez la Radio Futur Média, il est midi 8 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ancien ministre de la Communication, Mamadou Diop Decroix, déplore la tension entre le pouvoir et la presse. Il s'insurge contre toute tentative de museler la presse à travers le fisc. Pour l'ancien ministre, des concertations sont nécessaires pour dépasser cette situation. Mamadou Diop Decroix, interrogé par El Hadj Ndiokoutien. Les entreprises de presse disent qu'elles ont une dette fiscale. Et elles le disent, hein? Elles le reconnaissent, elles disent qu'elles ont une dette fiscale. Le fisc, l'État dit, bon, il faut me payer. Les gens n'ont pas dit, on refuse de payer. Les gens ont dit, voilà, les conditions ne sont pas réunies. Théoriquement, dans tous les pays du monde, entre débiteurs et créanciers, les gens discutent et s'entendent. Donc, dans ma tête, ce problème devait être réglé. Maintenant, s'il y a des non-dits, parce que bon, la presse aussi, c'est le lieu d'expression des contradictions de la société. Des contradictions politiques, contradictions sociales, contradictions culturelles. C'est le lieu d'expression de toutes ces contradictions-là. Alors, si on ne mélange pas les pédales, théoriquement, on s'en sort. Et la presse peut estimer, ou certains secteurs, que oui, on veut nous museler. Bon, alors les autres vont dire, non, il faut payer les impôts. Alors que bon, si on distingue bien les deux domaines, on peut savoir quelle est la situation. On peut savoir.
Ah oui, oui, oui. On peut savoir si les gens s'asseyent, discutent de la dette fiscale jusqu'à se mettre d'accord. Les gens se mettront d'accord, c'est clair et net. Maintenant, il restera le reste. Soit les gens s'entendent sur un modus vivendi, ou les gens ne s'entendent pas. Parce que dans la presse, vous avez toutes les sensibilités, les deux parties. La coexistence est vitale pour chacune des deux parties. Est vital aussi pour les citoyens. Ces propos de Mamadou Diop Decroix font suite à la journée sans presse d'hier. À Kaolack, elle a affecté le chiffre d'affaires de nombreux vendeurs de journaux et autres commerçants. C'est pourquoi d'ailleurs ils appellent à un consensus pour résoudre la crise. Fatumbo. Ousmane Diop, revendeur de journaux, a passé toute la journée de mardi sans aucun sou à la poche. Selon lui, le mot d'ordre d'une journée sans presse a laissé des séquelles financières importantes. Il exprime son désarroi face à cette situation difficile. Que faire avec cette situation regrettable? Nous n'avons rien fait toute la journée et cela est vraiment déplorable dans un pays démocrate. Djibi Sambo, un autre vendeur de journaux au marché central, a également été touché. En plus de ne pas avoir vendu ses journaux, il déplore que sa boutique n'ait reçu aucun client tout au long de la journée. Cela nous a vraiment impacté parce que nous n'avons pas vu de clients toute la journée et notre chiffre d'affaires est revu à la baisse. Installé confortablement sur sa chaise, El Agnon, ancien photographe de presse, qualifie cette situation inimaginable. Le cinquantenaire appelle à un respect accru pour la presse au Sénégal. J'ai du mal à ne pas voir aujourd'hui que la presse n'est pas par exemple. Tous les VIP ont été élevés par la presse. Il faut qu'on respecte la presse. Une vie sans communication, c'est une vie sous la tombe. Face à ces défis, les citoyens estiment que l'État doit réévaluer sa politique et alléger les charges fiscales pour soutenir les entreprises. Il faut qu'on se parle. Sans aider les gens, le Sénégal ne vivra pas. Une journée sans presse, largement suivie dans différentes régions du pays, notamment à Kaolack. Toutefois, l'apparition de certains quotidiens n'a pas connu franc succès dans les kiosques ce mardi, d'où cet appel à un consensus pour l'intérêt de tous. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. À midi 13 minutes, des irrégularités en matière d'impact environnemental et socio-économique. Le chef de l'État qui a reçu le rapport de la commission ad hoc sur le littoral promet d'apporter des correctifs avec fermeté. Mamoudou Mignan Diouf du Forum social sénégalais pense qu'il faudra y aller avec beaucoup de prudence et d'y attendre de voir ce que le chef de l'État va proposer. Des rectificatifs, oui, c'est ce que nous attendons du chef de l'État et bien sûr sans acharnement, mais aussi que s'il y a des rectificatifs à apporter, que tout le monde comprenne que si on rectifie des choses qui n'étaient pas normales, forcément il y aura des mécontents, il y aura des conséquences économiques et des conséquences aussi sur l'ensemble des projets ou certaines parties des projets qui étaient là. Il faudra donc accepter. Dans d'autres pays, on a vu des pays comme le Maroc, des pays comme la France, qui ont apporté des rectificatifs de cette nature-là et qui ont détruit des installations, des constructions, bien sûr qui valaient des milliards. Est-ce que ces milliards à titre individuel valent mieux l'accès de tous et pour tous au littoral? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc nous attendons de voir qu'est-ce que le chef de l'État va apporter comme rectificatif, mais nous saluons déjà la décision qui a été celle de mettre en place une commission qui a travaillé, qui a remis ses rapports. Il faut donc savoir les exporter ces rapports-là et voir quels rectificatifs doivent être apportés, que tout le monde aussi puisse accepter ce qui va être apporté comme rectificatif avec toutes les conséquences économiques que cela peut avoir. Maintenant, du point de vue environnemental, ça permettra d'ouvrir le littoral à tout le monde et éventuellement de permettre plus d'air frais maritime sur l'étendue de la ville de Dakar. Direction Mbella Kadiao dans la région de Fatick, les populations réclament la revitalisation de la vallée Tagdiam, laquelle s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Elle est abandonnée depuis près de 50 ans à cause de la salinité. Les habitants de plusieurs villages veulent que cette vallée soit valorisée pour leur permettre de pratiquer le maraîchage, la riziculture entre autres et lutter contre l'exode rural.
Aminata Goudiaby. Cette vallée de Tagdiam va jusqu'au village de Poukham. Elle traverse également les villages de Mbouma et de Diaglé dans la commune de Mbela-Kadiao. Son exploitation pourrait aider à réduire l'exode rural. Ousmane Diop, habitant du village de Tagdiam. La vallée, elle est en lingot d'or. De cette valeur-là que nous voudrions montrer à la face du Sénégal que cette vallée, elle est importante, que cette vallée, elle est riche, que cette vallée peut nourrir le Sine, que cette vallée peut nourrir le Sénégal, que cette vallée, une fois revitalisée, peut diminuer l'exode rural. Aucune culture ne peut y évoluer depuis plus de 40 ans. Les populations des villages riverains ont souvent tenté la riziculture ou encore le maraîchage. Mais zéro rendement, cette vallée de plusieurs dizaines d'hectares est abîmée par l'avancée de la salinité. Cette vallée a été abandonnée pendant très longtemps. Le problème est devenu un peu trop critique parce qu'il est envahi par le sel. Le problème le plus crucial est que une fois les semences, une fois le riz est là, l'espoir nourrit, mais souvent c'est un problème de régulation. Le sel pose une énorme difficulté à cette vallée-là. Marindie est une habitante de Tagdiam. Cette vallée est une ressource naturelle pour nous. Si on arrivait à l'aménager, nous pourrions pratiquer le maraîchage, la riziculture, entre autres. Ces populations de la commune de Mbela-Kadiao et ses alentours interpellent l'État sur la situation de cette vallée. Il faut des moyens pour la revitaliser au profit des agriculteurs. Si toutefois maintenant qu'ils mettent leurs mains à cela qui nous est cher, ça pouvait vraiment freiner ces phénomènes-là dont je viens de citer tout à l'heure. Les jeunes des villages concernés ont souvent sollicité l'aménagement de cette vallée dans différentes instances, mais jusqu'ici, aucune réponse favorable à leur requête. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. À Kayar, le poisson se fait rare. L'écosystème marin est menacé du fait des ordures et filets dormants qui polluent les côtes. Les pêcheurs et autres acteurs du secteur, dans l'inquiétude, alertent les autorités en charge de la pêche. Et pour jouer leur partition, ils ont mobilisé des plongeurs pour nettoyer le fond marin. Cheikh Anta Diop. Chaque année, il est enregistré plusieurs cas d'accidents de la circulation et pour faire face aux difficultés que rencontre chaque année un de pareils. Ce n'est pas le bon élément, cher Anta Diop, qui doit plutôt nous parler du poisson qui se fait rare à Kayar, l'écosystème marin qui est menacé du fait des ordures et filets dormants qui polluent les côtes des pêcheurs et autres acteurs du secteur. Dans l'inquiétude, alerte les autorités en charge de la pêche et pour jouer leur partition, ils ont mobilisé des plongeurs pour nettoyer le fond marin. Kayar, une zone poissonneuse, mais l'écosystème marin est aujourd'hui menacé. Trouver du poisson continue de rester un casse-tête pour les pêcheurs de Kayar. C'est par rapport à cette situation que les acteurs de la pêche, en l'occurrence le CLPA de Kayar, les plongeurs, la direction de la pêche, ont tenté d'apporter des solutions. Morbeng, le président du conseil local de pêche artisanale de Kayar. Et vous avez vu même constater qu'il y a beaucoup de déchets qui étaient dans le sous-marin. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons mobilisé des pirogues et nos vedettes de surveillance pour aller avec les plongeurs récupérer ces déchets dans les roches qui empêchent aussi les poissons de vivre correctement dans leur domicile. Il y avait presque une quinzaine de pirogues qui ont été mobilisées et les 3 vedettes qui nous servent de surveillance qui étaient partis avec nous, ainsi que l'Association nationale des plongeurs du Sénégal, mais aussi le DSFM. Ces pêcheurs de Kayar ont aussi exposé les véritables difficultés auxquelles sont confrontés les plongeurs. On n'a même pas fait le tiers du travail. On n'a pas eu assez de matériel pour récupérer ces déchets. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal de faire une grande mobilisation pour aller récupérer ces déchets qui empêchent les poissons de vivre correctement. Kayar fait partie des plus grands quais de débarquement de la pêche artisanale. Il y a quelques années, la production était estimée à environ 50 000 tonnes de poissons par an. Mais aujourd'hui, il y a une forte régression. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les migrations irrégulières par voie maritime, le procureur doit s'autosaisir. Il doit y avoir ouverture d'une information judiciaire. Des propos de Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières. Il s'interroge sur l'existence de drogue, la présence d'une drogue dans la pirogue d'émigrés clandestins qui avait pris départ à partir de la Mauritanie. Le collectif des familles des disparus en Méditerranée et dans le désert était en conférence de presse. Boubacar Seye au micro de Koumba Sandiane Faye. On dit qu'on a retrouvé 3 sachets de cocaïne dans la pirogue. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on a pris en otage ces émigrés fils du Sénégal et puis les exploiter dans des cartels de trafic de drogue? Comment sont-ils morts?
L'État doit s'y mettre. Le procureur doit s'autosaisir. Il doit y avoir une ouverture d'une information judiciaire. L'État ne devrait pas attendre d'être saisi par l'État dominicain. Le procureur devrait se constituer. L'actualité internationale. L'actualité internationale, bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Georges, bonjour à tous. En Afghanistan, ça fait 3 ans que les talibans ont reconquis le pouvoir. Oui, 3 ans qu'ils sont revenus au pouvoir au terme d'une offensive éclair de reconquête du pays. Le gouvernement soutenu par l'Occident s'était alors effondré, souvenez-vous, comme un château de cartes. Depuis, aucun pays n'a officiellement reconnu le régime taliban. Le premier ministre afghan Mohamed Hassan Akhund a promis plutôt de garder le cap de la loi islamique dans un message diffusé ce mercredi. C'est de Nourouba. Un balai d'hélicoptères a survolé la procession de dizaines de véhicules militaires soviétiques ou récupérés par les talibans aux forces américaines et à l'armée afghane lors de leur victoire éclair il y a 3 ans de cela. Des centaines d'invités, dont quelques diplomates chinois ou iraniens, étaient présents dans les tribunes fleuries. Les talibans ont aussi fait édifier des motos transportant leurs emblématiques bidons jaunes à l'origine de tant d'attentats meurtriers à l'explosif durant leur insurrection. Des milliers d'Afghans ont été conviés dans la capitale où d'importantes mesures de sécurité ont été déployées pour prévenir les risques d'attentats. Le groupe djihadiste État islamique a en effet revendiqué dimanche 12 août un attentat à la bombe qui a fait au moins un mort et une dizaine de blessés dans un quartier à majorité chiite. Les avenues, ronds-points et parcs de Kaboul ont été décorés de milliers de drapeaux blancs et noirs de l'émirat islamique. Des démonstrations de boxe ou de lutte ont eu lieu dans le grand stade de Razi à Kaboul. La guerre au Soudan, des pourparlers américains mal engagés débutent à Genève. Oui, des pourparlers en vue d'arriver en cessez-le-feu au Soudan. Les États-Unis ont indiqué lundi depuis la Suisse qu'ils veulent lancer des discussions même en l'absence de représentants du gouvernement soudanais. Le gouvernement allié de l'armée soudanaise a émis des sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers. Sodakama. Le gouvernement soudanais a annoncé dimanche 11 août la fin des consultations de Djida, sans accord sur la participation de la délégation soudanaise aux négociations de Genève. À moins d'un coup de théâtre ou d'un changement de dernière minute, l'armée soudanaise sera complètement absente de ces négociations. Lundi, lors d'une conférence de presse à Genève, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan a fait état des échanges approfondis avec l'armée soudanaise, mais sans avoir encore la confirmation de la présence d'une délégation à Genève. Il a également indiqué que ce nouveau cycle de négociations qui s'inscrit dans la continuité des discussions de Djida et qui est co-organisé avec l'Arabie Saoudite et la Suisse pourrait durer jusqu'à 10 jours. Il n'a pas souhaité indiquer le lieu de ce cycle de discussions selon RFI. Toujours selon l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, si les représentants du gouvernement ne viennent pas, il ne pourra pas y avoir de médiation formelle. Mais nous irons de l'avant avec cet événement. Washington avait invité fin juillet les deux belligérants au Soudan à ce nouveau cycle de négociations pour tenter de mettre fin à cette guerre dévastatrice qui a conduit le pays à la catastrophe depuis le 15 avril 2023. Les forces de soutien rapide ont réaffirmé leur présence inconditionnelle à ces discussions qui auront lieu en présence de l'Union africaine et de plusieurs autres pays de la région comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis. Au Proche-Orient, 6 Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, alors que l'armée donc était engagée, je cite, dans des opérations antiterroristes, notamment à l'aide de drones. Ça retient les corps des 5 Palestiniens, une mesure, vous le savez, de rétorsion à laquelle les forces israéliennes recourent en Cisjordanie. En Russie, l'armée ukrainienne continue son offensive sur le sol russe. L'état d'urgence a été décrété à Belgorod, une localité située à la frontière où plus de 10 000 personnes ont été évacuées. L'état-major ukrainien revendique l'occupation de plus de 1000 km², ce que démontrent les autorités russes. Selon le président ukrainien, Kiev contrôlerait désormais 74 localités, plus de 100 militaires russes capturés et beaucoup de pertes aussi. Du côté de Moscou, la réponse tarde à venir, même si la Russie continue, Georges, ses bombardements à l'aide de drones et de missiles sur des
cible stratégique en territoire ukrainien. Merci Mohamed Alimba, c'était la page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux alentours de 12h35 avec nos deux intervenants, Pape Sambakan, journaliste et écrivain, et le professeur Mor Mbaye, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du laboratoire Médias, Technologie, Information, Communication et Société. Nous allons revenir donc sur la journée sans presse d'hier. RFM Sport. La page des sports, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Georges. Alors, Ligue des champions en Afrique, les Aigles de la Médina veulent aller loin. Elles veulent aller loin, réaliser un bon parcours pour honorer le Sénégal. C'est ce qu'a affirmé leur président Cheikh Tidiane Ba, qui a salué les efforts de son équipe pour décrocher cette qualification historique. Cheikh Tidiane Ba invite tout de même les différents responsables du football sénégalais et du ministère des Sports à tout donner pour mettre donc l'équipe des Aigles de la Médina dans les conditions les meilleures afin de représenter dignement les couleurs du Sénégal. Cheikh Tidiane Ba, que nous allons écouter dans un instant. Cheikh Tidiane Ba, donc le président de l'équipe des Aigles de la Médina. En attendant de retrouver cet élément, parlons de football. C'est bon, nous l'écoutons. Nos équipes nationales nous valent déjà de réelles satisfactions. Et cerise sur le gâteau, comme vous l'avez dit, les Aigles de la Médina viennent brillamment de remporter la Coupe IFOA et de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est historique, c'est inédit. Il s'agit pour moi de remercier tous et toutes celles qui ont cru en cette équipe et qui œuvrent inlassablement pour le développement du football féminin. Nous allons aborder la Ligue des Champions avec sérénité, mais aussi avec une très très grande ambition. La compétition internationale demande cependant beaucoup de moyens, mais nous savons que nous pouvons compter déjà sur l'État, notamment sur le ministère en charge des sports, sur la Fédération sénégalaise de football qui nous a beaucoup aidés pour ces préliminaires, mais aussi nous pourrons compter, j'en suis sûr, sur le soutien de beaucoup de nos compatriotes et de sponsors pour représenter dignement notre pays. Au-delà de la Ligue des Champions, je dois dire que l'association Les Aigles de la Médina a l'ambition d'être plus présente sur la plateforme du football au Sénégal. C'est pourquoi nous allons, comme nous l'avons fait pour les filles, essayer l'année prochaine de structurer des groupes de performance chez les hommes, en commençant naturellement par les plus jeunes. Je suis sûr, comme je le dis souvent, que notre association peut être la petite sœur du Djaraf pour porter le développement du football à la Médina, à Dakar et au Sénégal. Le football en Europe, on joue la Super League de l'Europe aujourd'hui, donc avec le Real de Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, qui affronte l'Atalanta Bergame, vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Ce sera la première sortie officielle de Mbappé sous ses nouvelles couleurs madrilènes. Basketball Sénégal-Tunisie, l'acte 2 prévu ce soir. Ce soir, au stadium Marius Ndiaye pour boucler cette fenêtre de préparation des deux équipes. L'équipe nationale du Sénégal qui avait remporté l'acte 1, 66-64, va jouer encore une fois face à cette équipe tunisienne pour réaliser un bien meilleur match. Sodekam, à l'issue de la première rencontre, a pu interroger l'un des néo-lions de cette équipe nationale du Sénégal, Abdou Karim Mané. Voici son reportage. Son rêve s'est réalisé. Abdou Karim Mané a joué son premier match avec les Lions du Sénégal. L'ancien meneur du Canada lors de la Coupe du Monde U19 en 2019 se réjouit d'avoir honoré sa sélection. En fait, moi, c'est un honneur et c'est encore plus de fierté, le fait de représenter mon pays natal et représenter mes parents et ma famille et tout. Donc, je suis ça pour eux et je suis l'honneur de jouer pour le Sénégal. Après plusieurs années d'attente, le nouveau meneur de jeu du Sénégal a enfin rejoint les Lions cette année. Abdou Karim Mané souligne que son intégration
qualification s'est bien passée. Comme depuis que je suis arrivé, même les gars ici m'ont fait en sorte que je me sente confortable et ils m'ont bien accueilli dans l'équipe. Je comprends encore le Wolof, je ne comprends pas trop parce que mon accent n'est pas trop clair, mais c'est un peu facile. Pour son premier match sous les couleurs du Sénégal, Abdoukarim Mané a joué sans complexe, mais reconnaît qu'il y a du travail à faire. Je crois qu'il y a encore du travail à faire. Comme on l'a vu aujourd'hui, on n'est pas sharp sur beaucoup de points, mais vu le fait qu'on puisse se remettre ensemble à la fin et gagner le match, ça montre qu'on a vraiment de la résilience et qu'avec ça, on peut avancer. Un match beaucoup moins serré, déjà à la base, juste par le fait comment on a commencé le match et comment le match s'est déroulé. On a eu beaucoup de failles et ça c'est normal parce que comme je dis, ça fait juste 2 semaines qu'on se connaît, donc il va y avoir des failles, mais juste un peu en moins de diminuer plus les failles. Donc si on fait ça, je pense que le match sera beaucoup moins serré la prochaine fois. Âgé de 24 ans, avec son mètre 96, Abdoukarim Mané veut mettre son expérience au service de la nation. Le point numéro 1 qu'on veut avoir, c'est vraiment juste gagner un afro-basket et ensuite ça serait de se qualifier pour les Jeux Olympiques, je crois. Chaque window serait important pour nous. Abdoukarim Mané et ses coéquipiers vont encore essayer de battre les Aigles de Carthage ce mercredi soir au Stadium Marius Ndiaye. Avant ce match, il y aura un lever de rideau les Lions du Sénégal qui vont poursuivre leur préparation. Après avoir joué contre une sélection féminine locale, elles vont affronter cet après-midi les cadets de l'équipe de Bob Georges. Merci Malal Junior Diagne. La presse de ce mercredi 14 août 2024, lecture et commentaires, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la journée sans presse, largement suivie. Journée sans presse, démocratie, sans voix bûcheron, l'observateur. Day off de la presse sénégalaise, Tribune note que le signal a été fort. Pour l'AS, la journée sans presse hier, c'était une balafre sur la vitrine démocratique de notre pays. Une balafre donc à éviter. Sur ça, relève que c'est là le premier élément du bilan immatériel de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko à la tête du Sénégal. Après seulement 4 mois de gouvernance, quel fait d'armes. En tous les cas, les médias sénégalais marquent le coup. Direct News résume le sentiment général. Il s'agit d'une tache noire sur la gouvernance de Bassirou Diomaye et de Ousmane Sonko. Journée sans presse, un retentissement mondial. Le journal L'Observateur a donné la parole à Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center. Il dit les responsables d'entreprises de presse sont des citoyens sénégalais qui jouent un rôle stratégique dans la démocratie sénégalaise. S'ils ont besoin de parler au président de la République ou au Premier ministre de leurs difficultés, eh bien, ils doivent être reçus, écoutés et entendus pour trouver ensemble la solution la plus juste pour tout le monde. La presse est un pilier essentiel dans tout système démocratique, reconnaît de son côté Aboubacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC. Mais cela ne devrait pas les pousser à déroger à la règle. Sur ça, note que le signal a été clair. Il a été capté au-delà de nos frontières. Le quotidien rapporte les échos à l'international. Toute la presse internationale a rapporté la journée sans presse de ce mardi. Le journal Bosby Le Jour écrit ce qui suit. Elle parlait de beaucoup de choses. La presse a fait parler d'elle aussi avec une journée sans presse retentissante au Sénégal et à l'étranger. Elle n'a pas encore été entendue, mais des initiatives sont en gestation pour mettre le gouvernement et les acteurs de la presse sénégalaise autour d'une table. Reportage à Guédiawaye, les regrets d'un sevrage brutal d'informations. En ce jour où les journaux n'ont pas paru, de silence radio et d'écran noir, de nombreux Sénégalais se sont retrouvés selon le journal comme sevrés de cette denrée. L'information, c'est le cas de Guédiawaye. Un homme dit « Je ressens un manque ». C'est comme si quelque chose d'essentiel m'échappait. C'est une journée triste. Dit au nôtre. Chaque matin, j'avais l'habitude de suivre les journaux. Eh bien, ce rituel sacré, je ne l'ai pas expérimenté hier. RSF, en tout cas, appelle au dialogue entre les autorités et les acteurs de la presse. La section sénégalaise de l'Union internationale de la presse francophone marque sa solidarité comme une bonne partie des centrales syndicales. Le CEDEPS tire un bilan satisfaisant. Le journal remarque que ce n'est là que le début du plan d'action. Le journal remarque, selon le journal Bosby Le Jour, ce n'est là que le début du plan d'action. D'autres actions sont à mener. Mercredi et jeudi donc, boycott des activités du gouvernement. La presse reçoit la société civile ce jeudi. À la une du journal L'Observateur, justice audition de la mère de Marième Faye Sall, les détails de l'affaire. Le journal note qu'après la belle-mère du président
président entendu hier à son domicile à Damafaye face aux enquêteurs aujourd'hui. C'est le frère à Mariem Faye. La vente d'un terrain, le PV du conseil d'administration de CIA et la controverse sur les signatures. Tout cela à retrouver dans le journal L'Observateur. Nous reparlons de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission des lois entre en action ce mercredi. Le journal Bespi le jour note que la première session extraordinaire de l'année 2024 consacrée à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée s'est ouverte hier avec la présence de 122 députés convoqués pour la réintégration des dispositions relatives au Premier ministre. Cette proposition de loi sera finalement examinée donc ce mercredi par la commission des lois de l'institution. Mais Babacar Abambaye dit on a la certitude que le Premier ministre ne viendra pas à l'Assemblée nationale. C'est comme si on faisait un travail pour rien. Le journal L'Obs note qu'il y a eu une audience secrète entre Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale, et 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale, Cheikh Abdou Khadre Sissoko, Pape Diop ou encore Moustapha Niasse. Ils sont longtemps entretenus avec le président de l'Assemblée dans son bureau, même si au sein du cabinet de Amadou Mame Diop l'on fait état d'une visite de courtoisie de ses prédécesseurs. D'après des informations de l'Observateur, l'occasion a été saisie pour évoquer la situation de tension que traverse l'Assemblée. Cette situation est née, selon le journal, du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa DPG devant une Assemblée dont le règlement intérieur n'intègre pas les attributs du Premier ministre. Dans le journal L'Observateur, toujours l'approvisionnement du marché en produits céréaliers, les prix du mil, du sorgho, du maïs subissent des hausses. L'inflation notée sur les prix des produits importés n'a pas épargné donc ces céréales locales. Le dernier bulletin mensuel des marchés de juillet 2024 indique de légères hausses sur les prix du mil, du sorgho, du maïs et du riz local décortiqué augmente de 32% par rapport à la moyenne quinquennale. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h36 avec le professeur Mor Faye, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du laboratoire Médias, Technologies, Information, Communication et Société. En attendant, Pape Samba Kane, journaliste, écrivain. En direct avec nous, Mor Faye, bonjour professeur. Bonjour. Alors, hier, les kiosques sont restés quasi vides, conséquence d'une journée sans presse organisée par les éditeurs du secteur, le CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, qui dénonce la pression fiscale, les contrôles fiscaux et les mises en demeure de paiement. Alors, professeur, quel est votre regard sur la lutte entamée hier par les patrons de presse ? Je vous remercie déjà de l'invitation que vous m'avez faite. Voilà, et puis j'en profite pour saluer tous les auditeurs de la RFM. Voilà, maintenant par rapport à votre question, c'est vrai que ce qui s'est passé hier, pour un observateur des médias que nous sommes, c'est quand même un précédent assez inquiétant par rapport au système démocratique sénégalais. Parce que c'est l'une des rares fois que cette presse décide de ne pas y tout paraître. Et ça, c'est quand même un précédent. Et je ne dirais même pas de lutte, parce que lutte, ça instaure des rapports de force. Et les rapports de force radicalisent des positions. Ce qui s'est passé hier, en tout cas personnellement, je lis ça comme une alerte par rapport aux risques qui pèsent sur un secteur vital, comme la presse, par rapport à ce que devrait être un système démocratique. Voilà, c'est pour moi vraiment une alerte, non pas une lutte, mais une alerte pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui peut être dommageable par rapport à la survie de ce secteur vital, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans presse. Maintenant que l'État demande à la presse de s'acquitter de ses obligations fiscales, cela me paraît parfaitement normal. Mais en même temps, la presse est un secteur très spécifique, est un secteur très fragile, et les régimes précédents étaient au courant de ces arriérés fiscaux. Mais je pense que s'ils n'ont pas mis assez de pression, c'est parce qu'effectivement, c'est un secteur très fragile
Voilà, et donc c'est pourquoi peut-être qu'ils avaient fait preuve de beaucoup de tolérance administrative par rapport à des aides fiscaux. D'où l'annonce de l'ex-chef d'État d'effacer l'ardoise des médias. De regarder cela comme une alerte et comme aussi une invite aux autorités de s'asseoir avec la corporation pour trouver une solution qui serait bénéfique à la démocratie sénégalaise, au peuple sénégalais, parce que quand même cette presse, c'est une presse dont en fait la notoriété est très importante sur le plan africain et c'est un outil qu'il faut à tout prix sauvegarder en dehors de toute passion, en dehors de toute velléité, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un système politique performant et on sait que la presse est un acteur majeur dans l'animation du débat politique. C'est ça vraiment, de prime abord, ma lecture de la journée d'hier. Est-ce que, professeur, les autorités au pouvoir ont pris la pleine mesure de la situation quand on sait que beaucoup de leurs camps ont minimisé cette journée sans presse? Moi, je pense que l'État est le gardien des institutions de ce pays-là. Le chef de l'État, nouvellement élu, à qui nous souhaitons quand même un succès à la tête du Sénégal, c'est lui le garant des institutions du pays et la presse en fait partie. La presse est une institution démocratique. C'est une institution démocratique et donc si les gens en fait attirent l'attention sur ce qui se passe dans le secteur, moi je pense que ça serait une excellente chose que les autorités se réunissent avec la presse et essaient de voir comment apporter des solutions, parce que la disparition de la presse n'est dans l'intérêt de personne. Je reviens à vous, professeur Mor Faye. Alors, on me signale que Pape Samba Kane n'est pas encore en ligne. Professeur, est-ce que l'on peut imputer cette crise des médias au fisc? Au fisc seulement? Je pense que Est-ce que la crise n'est pas beaucoup plus profonde? Voilà, c'est un problème très complexe qui ne se réduit pas seulement au fisc. Moi, je pense que le non-paiement, c'est plutôt une conséquence des problèmes internes que traverse la presse depuis plusieurs décennies quand même. Pour ceux qui enquêtent sur les médias, savent que les médias sont confrontés depuis de longues années à une situation d'extrême précarité. Le fisc, le non-paiement au fisc, c'est une conséquence, même pas une cause de ce qui se passe au niveau de la presse. Et maintenant, je pense que pour trouver des solutions, il faut s'attaquer aux causes. Et si on s'attaque aux causes, ben, c'est sûr que les journalistes trouveront les voies et moyens pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et ce sera aussi l'occasion pour la presse de négocier avec l'État un régime fiscal spécifique. Parce que la presse a des spécificités. La presse n'est pas comme n'importe quelle entreprise. Quelques difficultés avec le professeur Mor Faye que nous allons tenter de appeler également Pape Samba Kane, journaliste écrivain. Pape Samba Kane est en ligne. Alors, Mor Faye, professeur? Oui. Oui, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc je disais que ce qui se passe entre la presse et le fisc, c'est quand même une dimension d'un problème beaucoup plus complexe. Les arriérés fiscaux, je les lis comme des conséquences d'une situation aux causes multiples. Et la meilleure solution, c'est de s'attaquer aux causes. Quand on va s'attaquer aux causes, les médias trouveront les moyens de s'acquitter des obligations fiscales. Ces causes, professeur, est-ce que ce serait dû au fait que les médias ne parviennent pas à s'adapter avec l'émergence des réseaux sociaux? Justement, ça fait partie des solutions possibles. Parce que les médias, par rapport aux nouvelles technologies, ne sont pas du tout arrivés à trouver des ressources publicitaires additionnelles. Très généralement,
les médias font que de la figuration. Par rapport à d'autres médias d'autres pays, les médias sénégalais, effectivement, ne tirent pas assez de dividendes des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, et sans compter que, quand même, la situation des médias est à l'image de la situation de l'économie nationale. C'est des médias sous-développés dans un pays sous-développé. Ça, c'est la réalité. Et aussi sur le plan interne. Je pense qu'il est temps que les médias intègrent davantage de managers dans le pilotage administratif des organes de presse. Si vous allez dans des pays comme la France, mais aussi Journal Le Monde, vous allez trouver des gens sortis de l'HEC, des hautes études commerciales. Voilà, donc pour dire que les médias ont aussi besoin de gestionnaires, de comptables formés, et souvent, malheureusement, on voit une confusion entre la gestion de la ligne éditoriale et la gestion économique et financière. Il faut séparer, il faut mettre du professionnel, il faut formaliser davantage. Pour dire qu'en fait, la presse aussi a beaucoup de problèmes internes. Et c'est l'occasion, justement, de vraiment réfléchir et aussi en accord ou bien en partenariat avec l'État, mais de trouver une solution. Et puis aussi d'aller vers de vraies assises de la presse. Parce que par rapport aux assises de la presse, moi je vois beaucoup d'incohérences entre 2009 et 2017. Il y a eu un texte sur les assises pour régler les problèmes de journalistes. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on est passé à d'autres assises sans pouvoir analyser les assises qu'on avait. Merci. Voilà, alors que c'est l'occasion vraiment de mettre en place de nouveaux textes, mais de les évaluer. Merci, professeur Mor Faye. On est rattrapé par le temps et on a en ligne Pape Samba Kane. Son regard sur la journée sans presse d'hier. Bonjour Pape Samba Kane. Bonjour Georges. Alors, est-ce que cette journée d'hier a prouvé l'importance de la presse dans la société, la presse classique dont on annonçait déjà la mort du fait des réseaux sociaux? Oui, Georges, il suffit de voir la réaction de tous les gens qui ont été interrogés sur cette question. Aussi bien l'homme de la rue, le citoyen lambda, que les responsables de syndicats, etc. Ça, je crois qu'on n'avait pas vraiment même besoin de cette journée sans presse pour illustrer. Il ne s'agit pas de prouver, ça s'est prouvé depuis longtemps, avant nous-mêmes, avant qu'on ait une presse au Sénégal, que la presse est non seulement utile, mais indispensable à un système démocratique. Sans démocratie, il n'y a pas de presse, sans presse, il n'y a pas de démocratie, c'est clair. Alors, aujourd'hui, l'on entend les organisateurs de cette journée sans presse dire qu'ils n'excluent pas de rééditer le coup. Est-ce que cela ne pose pas problème? Oui, peut-être oui. Surtout en ce qui concerne les rapports entre le pouvoir, l'État et les entreprises de presse. Écoutez, je crois que la presse ne devrait pas commettre l'erreur que le gouvernement a commise lui-même. C'est-à-dire de prendre cette affaire comme une confrontation, une guerre destinée à, sinon éliminer, affaiblir l'adversaire. Ça n'a jamais été le rôle de la presse. Les sensibilités, certes, Maman Diop Decroix l'a dit tout à l'heure dans son intervention dans votre journal, doivent s'exprimer dans la contradiction. La presse, je crois, l'a assimilé. Le gouvernement devrait aussi y réfléchir, savoir que ça lui est indispensable pour d'abord avoir une lecture ample et exhaustive des problèmes du pays à partir des différentes sensibilités qui s'expriment à travers une presse libre. Elle est libre dans sa globalité,
Mais dans son intérieur, les gens peuvent choisir telle ou telle option éditoriale, telle ou telle option rédactionnelle. Et aussi, je ne veux même pas en parler parce que de toute façon, les penchants idéologiques, politiques, etc., ne peuvent être dissimulés. Chacun qui écrit, on sent vers où il penche. Ça n'est pas un péché que de pencher. Ce qui serait un péché pour un journaliste, c'est justement de transformer son métier en propagande pour ses croyances. Là, à ce moment, il va dans un parti, dans un organe de presse, organe, comment on disait à l'époque, organe central, etc. En tout cas, aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais il se fait et ça se voit des quotidiens qui ont une démarche commerciale, mais qui sont au service d'un projet politique. Et c'est aussi admissible, d'ailleurs, sans vouloir... c'est quelque chose qu'on avait même prévu dans un ouvrage, on écrivait en 2009, prenant comme exemple la France. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme avec la France, surtout ces dernières années, où on a vu des individus, des hommes politiques, mais par initiative individuelle, choisir des individus qui parfois n'étaient même pas beaucoup journalistes ou pas du tout, pour leur confier des organes. Je ne pensais pas à cela. Je pensais à des choix éditoriaux adossés au soutien d'une classe ou d'une idéologie politique. Mais aujourd'hui, heureusement que la presse sénégalaise n'est même pas entrée dans ça, comme la France française, où l'on sait pertinemment où se situe le Figaro, où se situe l'Humanité, etc. Heureusement que la presse indépendante, commerciale du Sénégal ne peut pas être, identifiée, divisée comme ça entre ceux qui sont pro ceci ou ceux qui sont pro cela, à part quelques individualités, comme je viens de le souligner. Mais pour y revenir, chaque être humain, citoyen, avant d'être journaliste, a une sensibilité, et cette sensibilité se sentira dans ses prises de position éditoriales, rédactionnelles. Ne pas tendre vers la confrontation, avez-vous dit tout à l'heure. Hein. Donc vous prenez le dialogue entre autorités et acteurs de la presse, comme le recommande Reporters sans frontières. Oui, du point de vue purement éditorial, si l'État comprend ce que j'étais en train de dire, que cette presse est indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie et qu'il a des problèmes particuliers avec les journaux. Si on prend le prétexte des impôts, qui pour moi est un prétexte, mais je crois qu'il y a une option, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle la presse ne doit pas faire l'erreur de suivre l'État, une option de confrontation chez l'État, et je le dis parce que la première fois que le responsable du gouvernement, le Premier ministre, a attaqué la presse, c'était lors d'un meeting, donc une rencontre politique, en indexant la presse et les magistrats, qui d'ailleurs dernièrement, eux, ont reçu aussi assimilant les impôts non payés en détournement. Donc pour moi, c'est une doctrine que l'on doit étouffer dans l'œuf. Eux-mêmes doivent réfléchir, parler aux journaux. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les gens. Se rassurer en tenant compte de ce que je viens de dire. Hein. Les gens ont leur sensibilité. Merci. On ne leur enlèvera pas cela par des mouvements de menton ou des menaces. Merci Pape Sambakan, journaliste, écrivain. Merci également au professeur Mor Faye, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du laboratoire Médias, Technologie, Information, Communication et Société. C'était Point de vue, c'est la fin de ce grand journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Abdoulaye Diop était à la partie technique, Aliouba à la production, 13h, El Hadj Ndiogoudienne pour le journal en Wolof. Publicité.